Donc c'est maintenant Jean Marty qui va nous exposer la place des instruments connectés en post-opératoire, concept et application pratique. Bonjour, je vous remercie de cette invitation. Nous allons faire l'exposé à deux avec Alexandre Le Guilchet. Donc l'invitation est liée au fait que nous avons un projet multicentrique impliquant 10 CHU, 10 CH qui démarre, avec également les équipes étrangères. Donc je ne vous donnerai pas les résultats, mais je vous livrerai les concepts qui ont amené à se poser la question, et notamment celle de la séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi la sortie précoce modifie-t-elle la surveillance, puisque j'ai compris que c'était le thème qui justifiait la séance. Donc, en fait, cette évolution qui est souhaitée par beaucoup de monde est-elle possible dans le contexte actuel sans qu'il y ait une rupture conceptuelle dans l'organisation des soins ? Parce que la question est posée comme ça, c'est-à-dire si on ne change pas, est-ce qu'on va arriver à répondre à ce qu'on nous demande de faire? Alors, premier constat apparemment écrasant, Lancet 2012, étude européenne, mortalité intra-hospitalière post-opératoire hors chirurgie cardiaque, 4%. Je pense que tout le monde connaît cette étude. La France est à 3,2%. Donc plutôt pas si mal, puisque le meilleur étant l'Islande, le plus mauvais un des Pays-Bas, j'ai oublié le nom, mais peu importe. En tout cas, quand l'étude a été publiée, il semble que beaucoup de collègues apparemment soient tombés de leur chaise, comme si c'était surprenant. Mais en fait, ça n'est pas surprenant, parce que ce taux n'est pas incroyablement élevé, il faut enlever le point d'interrogation. Si on reprend 4 études publiées dans New England Journal of Medicine de 2008, 2009, 2010 et 2011, on retrouve des taux publiés de mortalité post-opératoire qui fluctuent entre 1,5 et 7%, hors chirurgie cardiaque. Donc, aucune surprise dans le 3%. Mais c'est un taux qui est tout de même très élevé et qui justifie... si on se réfère à d'autres activités médicales qui ont des taux de complications qui sont similaires à ceux des transports aériens, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a une marge de progression. Et donc la question, c'est comment l'atteindre et quelles sont les contraintes auxquelles on va être confronté. Alors il semble, et c'est très intéressant de retourner à cet article du New England de 2009, que finalement ce qui compte c'est la qualité de prise en charge des complications. C'est-à-dire les malades se compliquent forcément, les malades qui ne se compliquent pas, ça n'existe pas. Simplement, ceux qui font le mieux, ce n'est pas ceux qui ont le taux de complications le plus faible, c'est ceux qui s'en occupent le mieux. Et donc on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Comment faire en sorte qu'avec une sortie précoce, voire le développement de l'ambulatoire, on puisse arriver en même temps à réduire cette mortalité qui nous paraît à tous trop élevée. Alors, il faut déjà examiner les causes. Donc la cause principale, ce sont les comorbidités des patients. Donc dans l'étude du Lancet, c'est bien documenté, les malades qui meurent en post-opératoire sont les malades qui ont des comorbidités. Donc, en d'autres termes, si on utilise la classification de l'American Society of Anesthesiology, donc les ASA 3 et 4. Donc, ceux qui ont rédigé l'article font des conclusions qui sont, semble-t-il, peu opérationnelles, puisqu'ils disent qu'il faut mieux cerner les indications opératoires. Bon, très bien. Voilà, cernons mieux. Mais le problème, et puis ils disent mieux utiliser les places de réanimation. Parce qu'en fait, les défaillances vitales surviennent en unité d'hospitalisation traditionnelle. Et on lit ça immédiatement aux pressions budgétaires actuelles, c'est que la densité d'infirmières dans les unités d'hospitalisation en chirurgie est dramatiquement faible.
si on se compare par exemple aux États-Unis, où le taux d'infirmières est beaucoup plus élevé. Est-ce qu'on peut espérer que ça s'arrange? Je pense que si quelqu'un dans la salle me dit que ça va s'arranger, c'est un grand optimiste. Donc la question, avec aussi peu d'infirmières et des malades dont on sait qu'ils vont être de plus en plus graves vu le vieillissement de la population et vu le fait qu'on propose la chirurgie à des patients qui ont des pathologies associées, comment identifier des défaillances vitales au début? Donc, première proposition, rationaliser les indications. Sauf que, par définition, les Français, comme la plupart des habitants des pays occidentaux, ont une moyenne d'âge qui va augmenter, donc on opérera de fait des malades avec des pathologies associées de plus en plus fréquentes. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas, ça fera peut-être partie des questions. Est-ce qu'il faut refuser d'opérer des malades qui ont des pathologies associées? Je ne réponds pas à cette question. Mieux utiliser les unités de réanimation ou d'USC. C'est écrit dans le Lancet, ça. Oui, sauf qu'on ne construira pas un seul lit de plus de réanimation d'USC dont le nombre est contingenté par les ARS et par le gouvernement. Parce que ça coûte de l'argent. Donc, améliorer la prise en charge en unité d'hospitalisation. Mais est-ce qu'on va mettre plus d'infirmières? Non. Donc comment on fait? Parce qu'aucune des propositions ne se traduit par des résultats opérationnels. Et donc on revient à la question posée, comment faire en sorte, dans un contexte d'hospitalisation plus courte. Donc quels sont les défis? Alors je dis tout ça parce que ça a été à la base de la réflexion pour l'essai que nous allons mener. Donc premièrement, avoir bien conscience que les incitations au virage ambulatoire, qui est une bonne chose, va mécaniquement aggraver les malades qui vont rester à l'hôpital. C'est obligatoire. Mais va-t-on mettre plus d'infirmières pour les malades qui restent? La réponse est non. Donc on va amplifier ce phénomène d'identification décalée, c'est-à-dire on aura des malades plus graves et on n'aura toujours qu'une infirmière pour 20 ou pour 30 malades parfois. Donc comment faire? Deuxièmement, les malades ambulatoires, pour le moment, il n'y a pas d'exploit à faire rentrer chez lui un malade qui a eu une colonoscopie. Je dirais que c'est même un peu atypique de le garder à l'hôpital. Donc l'ambulatoire facile est fait. L'ambulatoire difficile, c'est-à-dire chez les malades qui ont des pathologies associées, va augmenter. Qui va prendre en charge ces malades en ville? Qui? Tout à l'heure, Pascal Astagnon a répondu à la problématique de la surveillance d'infections nosocomiales en disant que c'est difficile. Ça, c'est clair, c'est difficile. De la même façon que c'est difficile de prendre en charge la décompensation cardiaque d'un malade à J4 quand il va être chez lui. Parce que ce qu'il y a dessus, c'est que ça ne seront ni les anesthésistes dont le nombre est insuffisant, ni les chirurgiens qui sont dans l'établissement qui vont aller voir les malades chez eux. Ça, c'est pas possible. Donc, qui va s'occuper de ça? Parce qu'il y a des propositions qui sont faites, des téléquestionnaires, le coup de fil à la 48e heure en ambulatoire, ça c'est parfait pour traiter l'analgésie. Si on veut rectifier les doses d'antalgiques, pas de problème. Si on veut, le cas échéant, prescrire un antinauséeux chez le malade vomi, c'est facile. Mais pour les problèmes médicaux plus complexes, il va bien falloir structurer les affaires avec ceux qui travaillent en ville. Et pour le moment, ces contacts ne sont pas pris. C'est de notoriété publique. Les médecins de ville et les infirmières de ville ne sont pas dans le schéma d'ambulatoire. Tout le monde le sait. Simplement, on n'a pas le droit de le dire. Donc, je profite d'être ici pour le dire, parce que quand on discute à DGOS, il est interdit d'en parler. Mais je pense qu'il est pertinent d'en parler avec vous. Parce que vous êtes concernés, nous sommes concernés. Donc si on ne met pas les praticiens de ville dans la boucle, ou les infirmières de ville, on ne sait pas comment ça pourra marcher.
Quant au recours au service d'urgence ou au SAMU, c'est tout simplement pas crédible. Parce que le SAMU, il s'occupe déjà de tellement de choses, de trop d'ailleurs, que si en plus on lui demande de s'occuper de la décompensation cardiaque, de l'opérer au 4e jour, c'est pas sérieux parce que les gens du SAMU n'ont pas été formés à ça. Déjà, on va leur demander de s'occuper des malades en EHPAD, ils n'ont pas été formés pour ça. Ils s'occupent en plus des attentats, des couvertures des événements sportifs, du président de la République qui se déplace, du Premier ministre. Donc le SAMU fait trop déjà, de la crue de la Seine, de tout. Bon. Donc comment faire? Et donc c'est ce qui nous a amené à réfléchir donc, à faire ce projet. C'est que conceptuellement, si on y réfléchit bien, moi de mon expérience de plus de 30 ans en anesthésie-réanimation, eh bien le monitorage dans les unités de réa n'a pas changé. Le matériel est plus fiable, c'est vrai, mais c'est les mêmes paramètres qu'on monitore. Ce sont les mêmes. Depuis 30 ans. Donc la question, c'est comment faire en sorte qu'on puisse, sans construire un seul lit de réanimation supplémentaire, parce qu'on n'aura pas l'argent, on n'aura pas les médecins, comment faire en sorte que les malades qu'on met après une intervention dans une unité d'hospitalisation, on puisse être alerté précocement sur la survenue d'une complication, et faire en sorte que, alerté précocement, on puisse les traiter vite. Ça, c'est facile, c'est un problème d'alerte précoce. Ce qui nous importe, ce n'est pas la spécificité. Le diagnostic, il est fait par le médecin de garde, en l'occurrence l'anesthésiste et le chirurgien qui sont de garde. C'est eux qui feront le diagnostic et qui traiteront. Donc, ce qu'on veut, c'est une sensibilité. Les objets connectés permettent cette souplesse. Quant aux malades qui sortiront et qui rentrent chez eux, eh bien, une fois que le concept aura été prouvé, c'est la phase 1 de notre projet, qu'on aura prouvé que c'est efficace en intra-hospitalier, eh bien, il sera facile de le transposer pour l'ambulatoire, parce que comme ça, on pourra déplacer les effecteurs, parce que pour le moment, c'est un problème non réglé. Quel sera l'effecteur s'il y a une complication à domicile? Bon, on ne sait pas répondre. Alors, si on prouve qu'avec ce système, on dépiste les complications et qu'on améliore la mortalité, ce qui est plus que vraisemblable, parce que si on traite vite une défaillance vitale, eh bien, elle guérira plus souvent que si on la traite tardivement. Eh bien, à ce moment-là, on pourra dépêcher des effecteurs sur une identification faite à distance par le même matériel. Voilà, je passe la parole à Alexandre Vilchez pour, je dirais, le développement technologique. Alors bonjour, c'est Alexandre Vilcher, je suis le directeur innovation du groupe Educare Technologies, donc un groupe français qui édite des solutions informatiques pour les hôpitaux. Donc ça fait 20 ans qu'on est expert dans ce domaine, et plus particulièrement dans la gestion de la donnée patient. Le professeur Marty vient juste de décrire un peu la problématique dans laquelle on se situe. Moi, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu comment les nouvelles technologies, et surtout l'association de nouvelles technologies, pourraient nous permettre de trouver des nouvelles solutions qui nous aideraient à peut-être entrevoir avec une autre organisation des soins, en tout cas, de faire des choses de façon plus efficace. Alors, on va parler principalement de 3 technologies qui se complètent de notre point de vue. C'est des technologies dont on parle, vous avez sûrement entendu parler dans la presse, de façon publique, qui ne sont pas toutes de la même maturité. Maintenant, on fait un peu de prospective, mais nous on a un projet concret, cela dit, qui va arriver dans les mois qui viennent, comme quoi justement ces technologies sont maintenant applicables pour aider à la surveillance des patients. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est la qualité de l'information. Si on a une bonne information, on pourra faire une bonne surveillance et donc une bonne prise en charge. Alors si on revient sur les objets connectés, très rapidement, c'est un terme qui est couramment employé. Maintenant, moi je dissocie vraiment l'objet connecté du dispositif médical connecté. Ce qu'on entend surtout, c'est des objets qui sont là pour s'auto-mesurer, pour le bien-être, on va dire, dont en fait les mesures sont peu fiables
Et en plus, qu'est-ce qu'on fait de la mesure? Pour l'instant, c'est plus, on va dire, un gadget, selon moi, qui peut avoir certaines utilités, mais pas en tout cas dans notre problématique. Par contre, un dispositif médical connecté, dont la mesure serait aussi fiable que les moniteurs qu'on trouve au bloc ou en réanimation, là, ça commence à avoir un intérêt. Donc, et en fait, il n'y en a presque pas, en fait, actuellement, des dispositifs médicaux qui peuvent remonter justement des signes vitaux. Donc, les types de capteurs qu'on peut trouver classiques, les fréquences cardiaques, température, SAT, activité, chute, poids, voilà, etc. On parle aussi maintenant de nouveaux types de capteurs qui seraient implantables pour suivre l'évolution de la cicatrisation, par exemple. Tout l'intérêt de ça, c'est toujours de capter de l'information. Les dispositifs peuvent prendre plusieurs formes, avec des bracelets, brassards, vêtements, patchs, capsules, peau artificielle. L'objectif, c'est qu'aussi ce soit le moins gênant possible pour le patient, donc en fait, il le porte en permanence et qu'encore une fois, on ait accès toujours à cette information. L'information qui d'ailleurs va transiter par des réseaux sans fil, c'est aussi l'évolution de ces technologies qui nous permet d'en arriver là. Des réseaux sans fil, donc des nouveaux types de réseaux qui arrivent, des réseaux bas débit, dédiés pour l'Internet des objets, donc la communication entre les machines. Donc grâce à, on va dire, l'évolution de ces technologies, on peut envisager que les patients pourraient tous être équipés, en sortie du bloc, d'un objet qui permettrait de remonter de l'information qualifiée. Donc là, on va parler de patients connectés. Mais pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que là, si en gros, on fait remonter des informations de tous les patients en sortie de bloc, et ben on va avoir un amont d'informations avec beaucoup de fausses alertes, voilà, et ça va plutôt désorganiser ce qui était déjà organisé. Donc on est d'accord que c'est pour ça que je parlais de plusieurs technologies, parce que nous, en tout cas, on estime que c'est pas suffisant. Donc, on va parler d'autres choses maintenant, qui sont le profilage par les data. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de données. Donc moi, je dissocie bien la donnée de surveillance, donc par exemple les signes vitaux, de la donnée contextuelle qui permet de profiler et de caractériser un patient. Si on prend en compte son âge, son sexe, ses allergies, ses antécédents, le traitement médicamenteux qu'il a actuellement, les analyses biologiques et ce qui arrive aussi, toutes les données omiques, la génomique, protéomique, anatomique, radiomique, c'est comment créer de la data à partir de ce qui était vivant. Mais ça en fait une représentation numérique. C'est ça qui est très important. Alors c'est pareil, on a beaucoup de données, il faut arriver à les extraire, à les structurer, à les agréger et leur donner du sens. Une fois qu'on a fait ça, on pourra profiler les patients. C'est-à-dire qu'en fonction de ces données, les patients vont avoir des caractéristiques différentes et on sait que du coup, on va surveiller différemment ce patient. Et on va le surveiller de façon plus juste et plus pointue. Donc on va déjà éliminer grandement les faux positifs. Un petit exemple rapide, c'est un patient qui est sous bêta bloquant, forcément son seuil d'alerte de fréquence cardiaque ne sera pas le même qu'un patient qui est pas. Donc là on est plus sur une notion de patient numérique. C'est comment on numérise et qu'on a une image numérique du patient. Donc en associant déjà ces données contextuelles aux patients connectés, on peut permettre d'être beaucoup plus pertinent dans notre approche. Maintenant, je dirais qu'il reste une troisième technologie qui est très intéressante et qui arrive aussi, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, c'est au sens large, parce qu'il existe plusieurs composants techniques qui sont associés à ce nom-là. Alors comment ça marche un peu rapidement? Il faut déjà, pareil, de la donnée. Donc il faut une énorme quantité de données pour que l'intelligence puisse apprendre de ces données. Donc quand on parle de big data, on parle surtout de gros volumes, grosse variété de données et la volatilité de la donnée. C'est-à-dire que la donnée est changeante, mais il faut que l'ordinateur puisse quand même appréhender ces changements en temps réel. Donc ça, c'est possible aussi maintenant, grâce aux capacités de traitement qui ont augmenté. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, au sens où on l'entend comme ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on peut en parler, et maintenant avec les capacités de calcul et les capacités de stockage, ça peut devenir concrètement opérationnel. Donc si on utilise les ordinateurs qui sont dans le cloud avec des machines virtuelles et une possibilité d'être scalable, c'est-à-dire qu'en fait on va aller rechercher de la ressource en fonction du besoin. Et cette ressource est devenue presque infinie, vu que les ordinateurs sont tous en réseau. Donc là-dessus, une fois qu'on a cette capacité et ces volumes, on peut utiliser de l'intelligence artificielle.
il y a 3 grandes notions, on va dire le data mining, machine learning et statistique. Donc les études statistiques pour déduire des données passées, des données prospectives, ça je dirais que c'est assez classique. Le data mining, c'est moins pour les mathématiciens de façon statistique, c'est plus justement la machine qui va nous aider à trouver de la cohérence dans cet ensemble de données, mais c'est toujours elle va remonter ça à l'homme qui en déduira des actions. Et un peu plus poussé, on a le machine learning, qui en fait, là on va donner la possibilité à la machine de déduire elle-même de ces données des actions. Donc pour l'instant, on nous restera forcément toujours sur, on va dire, de l'aide à la décision, mais en tout cas, on peut considérer que ça peut être de nos jours une réelle aide. Donc en fait, si on prend l'objet connecté, on contextualise le patient pour typer les seuils d'alerte, et qu'en plus, ce système-là est monitoré par une intelligence artificielle qui regarde le comportement, en fait, quand un médecin, même si on a typé le patient et qu'on pensait que l'alerte était pointue, si elle s'avère fausse, l'intelligence artificielle va essayer de comprendre parmi l'ensemble des datas quel est le discriminant qui fait qu'elle était fausse et pourquoi dans un autre hôpital on l'avait fait différemment. Donc en fait, on pourra avoir des retours d'informations, retours d'expérience, nouvelles connaissances en fonction de l'analyse de ces datas massives. Voilà. Pour conclure, en gros, avec les objets connectés, on va avoir des alertes paramétrées, avec le profilage des alertes individualisées et avec l'intelligence artificielle, des alertes suggérées par la machine. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour ces deux brillantes présentations qui donnent un peu le tournis. C'est-à-dire que dans votre dernière présentation, monsieur, on ne savait plus très bien si vous nous parliez du suivi post-opératoire à la maison ou du suivi post-opératoire à l'hôpital. Parce qu'on a l'impression qu'on va tout suivre, même quand vous nous parlez de l'anamnèse et des antécédents et tout, on a l'impression qu'on est obligé finalement de remplir de nouveau le dossier de l'observation médicale. Non mais, parce que quand on regarde le titre de notre séance, la surveillance post-opératoire est-elle modifiée par la sortie précoce du patient? Oui, ce qu'elle a modifié, c'est qu'elle est ciblée. C'est-à-dire quand les patients partent, on choisit de regarder les éventuelles complications post-opératoires qu'on craint, comme une fistule, et donc on fait une CRP, on suit la température à J4, la patiente est sous bêta-bloquant, on garde sa fréquence cardiaque, on craint une insuffisance cardiaque, on surveille certains éléments, et pas tout, donc on ne refait pas l'hôpital à la maison avec coup de tension, température 3 fois par jour par l'infirmière, vous voyez. Et vous, dans votre présentation, et je m'excuse si je n'ai pas bien tout saisi, mais on a l'impression que vous refaites l'hôpital à la maison et que vous refaites tout le bilan, l'anamnèse et toute la surveillance des malades complète, alors que l'idée quand même, c'est qu'à la maison, on va alléger les sorties précoces, mais on fait du ciblé et on fait du sensé, du pertinent, quoi. Et c'est ça qu'on a envie d'entendre. Bon, alors vous allez l'entendre, puisque la première phase, je l'ai dit, c'est de démontrer qu'avec ces méthodes connectées, on peut déjà régler le problème rénal à l'hôpital, qui pour le moment n'est pas réglé. Parce que si on me dit qu'il est réglé, c'est pas vrai. Actuellement, il y a les malades qui vont en réanimation, chirurgie cardiaque, neurochirurgie, transplantation et quelques rares malades de chirurgie hépatique et autres. Tous les autres vont en hospice. Qui les surveille? Une infirmière pour 30 malades qui les voit toutes les 4 heures. Donc ils font gentiment leurs complications sans que personne s'en rende compte. Statistiquement, ça peut être 5 minutes après le passage de l'infirmière, comme juste avant. Et 3 heures de choc hypovolémique passé inaperçu égale pronostic catastrophique. Donc ça, c'est une idée, c'est une rupture conceptuelle, dépister tout de suite cette anomalie. Et donc là, il n'y a pas besoin d'aller faire des trucs compliqués, des paramètres simples, pas toute l'anamnèse, mais comme l'a rappelé Alexandre Guilchet, les médecins, déjà, quand vous allez dans les unités de réa, est-ce que les alarmes sont prescrites?
tous ne risquent pas le choc Non, hémorragique. Non, mais je veux dire qu'on Non, peut aussi attendez. faire du ciblé dans les états. Est-ce que les alarmes sont prescrites? La réponse est non. Or, un malade bêta-bloqué, eh bien, on ne va pas s'alerter pour les mêmes valeurs de fréquence cardiaque qu'un malade non bêta-bloqué. On commence déjà par faire ça en réanimation. Et vous savez tous que c'est pas ce qui se passe. Bon, alors déjà, on peut améliorer sensiblement le système en faisant des seuils d'alarme qui soient adaptés au contexte des patients, sans aller chercher des trucs compliqués. C'est le concept. Et donc le monitorage de réanimation est très lourd, il faisait 3 mètres cubes, maintenant ça s'est réduit. Donc là l'idée c'est un boîtier paramétré par une indication médicale sur les paramètres qu'on va surveiller. Ça c'est notre étude. Quand on démontrera qu'avec cette alerte impliquant l'arrivée du médecin qui soigne tout de suite, on réduit la mortalité, c'est un pari extrêmement raisonnable. À ce moment-là, on pourra étendre le concept à l'ambulatoire. Parce que vous dites, on craint la fistule à J4, J5. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, on opère le développement de l'ambulatoire avec un objectif à 60% fera qu'on proposera de la chirurgie ambulatoire, les insuffisants cardiaques et les insuffisants respiratoires. Donc il y a la fistule, c'est vrai, mais il y a le problème de la décompensation, des comorbidités. Et actuellement, ça n'est pas pris en considération. Ça n'est pas pris en considération. Donc c'est ça l'objet. Or, on ne va pas déplacer un effecteur au domicile du malade tant qu'on n'a pas prouvé d'abord en intra-hospitalier que c'est efficace. Donc notre démarche, elle est en 2 temps. Alors Alexandre, il en est déjà à la suite, c'est-à-dire le profilage extrêmement subtil des patients après, mais dans une première étape, la vocation est assez simple. C'est déjà de régler des problèmes qui actuellement ne le sont pas. Une autre question, Monsieur Poitou. Ce que vous nous avez présenté en définitive, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et c'est ce que cherche à mettre au point un certain nombre de grosses sociétés comme Google et Amazon et autres en Californie, en dépensant des milliards de dollars. Et par exemple, vous avez des études qui ont été faites sur Jeopardy, où les ordinateurs peuvent lire en 2 secondes plus de 200 000 ou 300 000 pages écrites à la main. Et donc, il n'y a pas de raison non plus que si l'on n'évolue pas très rapidement dans cette direction, IBM a acheté il y a peu de temps 4700 cliniques, dirons-nous, dans lesquelles ils ont récupéré tous les dossiers, ce qui fait quand même 616 milliards de données qui sont rentrées dans les ordinateurs. Et tout ça, ce sont des éléments qui apparaissent de plus en plus fréquemment, et effectivement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui doit être mis en œuvre, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on doit craindre? Et en particulier, je rappelle qu'un certain nombre de grands penseurs ont fait une pétition pour dire qu'on devait s'en méfier de façon extrêmement importante, parce qu'au moment où ils prendront la main, à ce moment-là, le maillon faible devient l'homme. Avant que vous répondiez à cette vaste question que je vous ai posée, moi je voulais vous poser la question, vous avez eu cette expression du patient numérique. Alors c'est un peu terrifiant. Qu'est-ce que vous avez, à partir de quand parlez-vous de patient numérique? Disons que c'est un terme que j'ai utilisé exprès parce que pour moi c'est assez représentatif, c'est-à-dire, et c'est comme tout ce qui est omique, dans la figure de patient omique, c'est comment transformer de la donnée le vivant en donnée. Et à partir du moment où on a fait une transposition vivant-donnée et qu'on digite les choses sur les données, on peut les retransposer sur le vivant. Non, j'avais à peu près compris, mais je vous mets en garde quand même contre ces expressions qui sont quelque part violentes et terrifiantes, surtout quand on vient d'entendre la réflexion majeure que vient de formuler M. Poitou. Donc je pense qu'il faut être
bien précis, concret et se garder d'extrapolation qui peuvent inutilement jeter le trouble dans les opinions. J'ai utilisé le terme un peu exprès aussi, parce que je savais que c'était des termes qui étaient pointus, c'est ça qui font réagir. Pour autant, c'est pas vraiment de la prospective en mon sens, parce que pour soigner, par exemple, pour mettre en place une stratégie en oncologie, on utilise déjà des données uniques. Donc on a déjà une certaine représentation d'une partie du patient. Après, je ne dirais pas qu'on aura 100% de la représentation du vivant du patient en data, là on en est encore loin, mais si l'analyse par exemple de la rétine, on veut transformer l'image en data et faire la détection pour la rétinopathie diabétique. Et ça marche. Donc quand la machine, on disait, bon, l'intelligence artificielle, je ne pense pas qu'elle va dépasser l'homme tout de suite. Et comme je disais, il y a plusieurs... Alors, sur le jeu de Go, mais pas grave, sur des choses vraiment, parce qu'on a éduqué dans un sens très pointu et fermé la machine.